Tête de Kylian Mbappé. Allez, Kylian. Exceptionnel, Kylian Mbappé, 82e minute. Cette finale qui revit, cette finale qui bascule peut-être en 3 minutes. La première Marseillaise est en train d'aller chercher l'or et le record du monde. C'est la meilleure performance de tous les temps. Léon Marchand, impérial au pays du soleil levant. Léon Marchand explose le record du monde. Oh, bien joué. Allez, allez Damien. Le doublé. C'est hallucinant ce que nous vivons aujourd'hui à Twickenham. La barre des 50 points, c'est un triomphe. Vive les Bleus, vive la France. Le Campus Sport Club, 23h minuit, sur Radio Campus. Hello, bonsoir à toutes et à tous, auditeurs de Radio Campus Lille, j'espère que vous allez bien. Et normalement, si vous l'avez remarqué, ce n'est plus un Hugo qui est aux commandes, c'est Adrien qui est de retour pour une nouvelle émission du Campus Sport Club, le 4e déjà de cette saison 3. Et comme tous les Campus Sport Club, on n'est jamais tout seul, évidemment, sinon ça serait beaucoup plus triste. Pour m'accompagner ce soir, Marine, qui était déjà la semaine dernière. Tout à fait. Comment tu vas ? Très bien, et toi ? Ça va ? Ça va. La forme ? Parfait. Normal, puisqu'il y a eu une belle victoire ce soir. Exactement. Donc, j'espère que c'est une belle victoire Ah pour oui, toi. c'est une belle victoire. Non, c'est... Ouais. Ah, c'est bon, moi je suis pas lilloise, il n'y a pas de souci. C'est même un peu le cœur, des fois rouge. Certains, tu vois que... Ouais, non, moi ça va, je me porte bien, merci. Et avec toi, Eva, comment tu vas ? Salut, ça va ? La forme ? Ça va, ça va. Les news croustillantes pour nous, je crois. Effectivement. Mais ça grosse sera... news. Mais ouais, ça sera après. Ça sera après. Pour l'émission de ce soir, donc à 3, du coup, finalement, puisqu'on embrasse aussi nos petits camarades qui, eux, étaient très zappés justement par cette soirée Ligue des Champions. Donc, pour vous ce soir, les résultats, comme d'habitude, qui vont arriver dans un instant. On aura ensuite coupure musicale avec les news, donc d'Eva, évidemment, avec aussi des belles petites infos mercato et cyclisme. Ensuite, un petit débat qui suivra. Et puis, on finira en beauté avec le moment nordiste, cette nouvelle chronique de cette saison 3, qui sera présentée par Marine. Et puis, les immanquables pour clôturer. J'ai rien oublié, les filles ? Non, c'est parfait. Merveilleux. Tout est bon. Vous avez le droit de me reprendre. Je suis de retour, mais on a le droit de me dire c'est mal fait, c'est pas bien. Vous pouvez, hein. Pas de problème. Résultat, c'est OK ? Allez, go. Allez, c'est parti. Les scores, les performances, les héros et héroïnes du week-end, tous réunis dans les résultats du CSC. Et on commence évidemment ces résultats par la Ligue des Champions, puisque c'est surtout le gros de la soirée avec 8 rencontres au programme pour cette deuxième journée de la phase de poule et surtout le match qui nous intéressait énormément dans le Nord-Pas-de-Calais. C'était ce match au stade Bollaert entre les Lensois et Arsenal. Arsenal qui était invincible pour l'instant, invaincu depuis ce début de saison, toute compétition confondue, et qui est tombé ce soir, mesdames et messieurs. Lens a vaincu l'Ogre londonien, 2-1. Une très belle performance des Lensois, avec pourtant Arsenal aiguisé avec en fait, toute l'armada presque des Gunners. On notera surtout en seconde période le but de la délivrance d'Eli Wahi, magnifique. Je ne sais pas si l'une de vous a pu suivre assidûment le match. C'est vrai qu'il y avait plein de matchs ce soir. Est-ce que l'une de vous a un peu regardé ça d'un œil ? Non, désolé, j'ai pas pu regarder. Vous avez loupé quelque chose, Marine ? Non plus ? Non plus, pas. Non. Il y avait autre chose peut-être Non non plus. Non, écoutez. En tout cas, Lens, donc, qui s'est imposé, qui avait concédé pourtant l'ouverture du score au quart d'heure de jeu. Et puis finalement, c'est Adrien Thomasson. Il faut évidemment qu'il y ait Adrien qui revienne dans une soirée du CSC, vous le verrez. J'ai un ego surdimensionné. C'est incroyable. Et Adrien Thomasson qui avait égalisé à la 25e. Et puis en seconde période, sur un magnifique décalage côté droit, c'est Frankowski, le Polonais, qui a servi Eli Wahi, qui a pu
donner l'avantage et la victoire donc à ces Lensois, et ça c'est beau. Ces Lensois qui gagnent face à Arsenal là en deuxième journée alors qu'on les sentait un peu friables. Est-ce qu'on est beaucoup plus confiant? Est-ce qu'on les imagine vraiment faire dans les 2 premières places pour se qualifier en huitième de finale? Ouais, moi je pense qu'il y a la place avec les performances qu'ils montrent en Ligue des Champions, c'est assez hallucinant. Mais ouais, c'est vrai que je suis d'accord que en Ligue 1, on les sentait un peu friables malgré que la victoire revienne. Et on a l'impression vraiment qu'il y a 2 visages en Ligue 1, en Ligue des Champions. Mais ouais, moi je vois bien Lens continuer avec son sérieux. Et c'est assez marrant parce qu'on a vraiment l'impression qu'ils ont de l'expérience en Europe, alors que pas tant que ça depuis un moment. Et ouais, moi je vois bien Lens se hisser dans les 2 premières places du groupe. Ouais, en plus, cette rencontre-là, c'était une rencontre qui remontait. Il faut dire que Lens, la Ligue des Champions, la dernière fois, c'était il y a 20 ans. Donc, dans tous les cas, qui était né la dernière fois? Moi, j'étais né moi j'avais 1 an, moi. Ah ouais? Pas beaucoup de Ça rides. date. Bon, si, mais les plis... bon, bref. Sachant qu'en plus, dans l'autre match de ce groupe-là, entre le PSV Eindhoven, donc aux Pays-Bas, et Séville, les 2 équipes ont fait match nul 2-2. Donc en plus, c'est une super opération pour Lens, qui est premier du groupe, avec 4 points. Et ça, c'est bien. Ouais. Ça, c'est vachement bien. Dans les autres matchs du soir, sinon, à noter, le Real Madrid est allé s'imposer à Naples face aux champions donc, d'Italie. 3-2. Naples qui menait 1-0 grâce à Ostigard. Le Real qui a repris l'avantage avec 2 buts. Donc une passe et encore un but de Jude Bellingham, cet Anglais qui n'en finit plus de faire parler de lui. Et finalement, le Naples était revenu en début de seconde période avec un penalty transformé par Zielinski et un contre son camp finalement de son gardien Meret a donné la victoire au Real Madrid. Et dans les autres grosses rencontres du soir, le Bayern Munich qui avait mal démarré son match, en tout cas je l'ai suivi d'un œil, qui finalement s'est imposé 2-1. En plus, avait concédé l'ouverture du score juste avant l'heure de jeu. Musiala a marqué, puis encore une fois le Français Mathys Tel qui était rentré juste avant, 5 minutes plus tôt, et qui marque. C'est assez intéressant. Mathys Tel, on en parlera peut-être dans les semaines à venir, mais 18 ans au Bayern Munich, à chaque fois qu'il rentre, il marque. Est-ce que c'est pas encore une nouvelle option pour Didier Deschamps, ça, pour l'avenir, de se dire ça peut être génial ça? Si, je pense que ouais, ça va être vraiment une opportunité après avoir on a vu beaucoup de jeunes performer en début de carrière et malheureusement diminuer un petit peu après, donc à suivre. Mais ouais, franchement, c'est impressionnant ce qu'il fait à son âge. Dans un grand club en plus européen comme le Bayern, il est toujours décisif, comme tu l'as dit. Donc ouais, option à suivre pour Didier Deschamps. Et pour ce qui est des autres petits matchs du soir, aussi à noter la défaite à domicile de Manchester United 3-2 face à Galatasaray. Donc comme quoi les clubs anglais cette année, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Ça, c'était pour les résultats du soir. On fait quelques petits pas en arrière pour un peu évoquer aussi les sports du week-end, d'autres résultats qui pourraient nous intéresser. Par exemple, en Ligue 1, pour rester un peu dans le foot, avant de changer, vous inquiétez pas. Il n'y a pas que le foot dans la vie, mais Ligue des Champions oblige. En Ligue 1, par exemple, Lens avait déjà gagné ce week-end. Et ça avait fait, à mon avis, beaucoup de bien là, à quelques jours du match face aux Gunners. Déjà un but de Wai, donc qui avait donné la victoire 1-0 à Strasbourg, rappelez-vous, vendredi soir. Et c'est surtout le premier match. Du coup, ce soir, ils ont aussi pris un but. Donc c'était vraiment le premier match de cette saison pour les 100 et or, sans prendre de but. Donc ça va aussi peut-être faire beaucoup de bien, parce qu'ils en avaient pris des buts depuis le début. Le PSG qui allait faire 0-0 sur la pelouse de Clermont. Il y avait le choc le samedi soir entre Monaco et Marseille. Et défaite pour la première de Gattuso à l'OM. Qui en plus avait mené par 2 fois au score en début de match. Oui, tu me regardes, mais ouais, tu sais. Tu me remues le couteau dans la plaie, là, ça fait mal. J'ai aussi un cœur phocéen, mais il faut que tu le saches. Mais tu vas le voir au fur et à mesure de l'année, surtout quand les garçons, donc qui ne sont pas là, lyonnais. Ah ouais, mais Lyon, mais Lyon, ça va, on peut en parler. Attends, j'arrive. Lyon, bien sûr, c'était ma prochaine ligne. Lyon qui a perdu une nouvelle fois 2-0 sur la pelouse de Reims, cette fois une nouvelle défaite pour Lyon qui est bon dernier. Et puis je sais pas si vous avez un peu vu aussi à passer sur les réseaux ou peut-être en regardant le match, cette scène où les joueurs ont essayé de se réconcilier, si on veut, avec leurs supporters venus à Reims et vraiment conspuer et repousser carrément. Non, ne cherchez pas. J'ai l'impression que c'est vraiment prouvez-nous sur le terrain que vous êtes bon, parce que ça sert à rien de venir
excusez-nous, le pardon. A priori, à Lyon, ça a du mal à passer, en tout cas, en ce début d'année. Et aussi, dans les rencontres du soir, il y en a, évoqué ce soir de Ligue 1, Lille, qui était aussi en déplacement, qui était au Havre dimanche, qui a remporté 2-0 avec aussi une superbe ouverture du score de d'Edon Zegrova du Kosovar. Et le dernier match dont on va parler aussi un peu plus tard, on va faire écho là-dessus, c'est ce dernier match du dimanche soir entre Rennes et Nantes, derby. Il y a des origines bretonnes par ici ou je me suis pas posé la question? Non. Ma mère est née à Nantes. Mes grands-parents vivent à Nantes. Donc, et il y a des supporters nantais dans les proches ou pas? Mon papy, je pense que oui, il a fait pas mal de foot quand il était jeune. Donc je pense que oui, mon papy, il est toujours pour les petites équipes, sauf que quand c'est contre Nantes. Ah ouais, d'accord. Donc, ah ouais, d'accord. Ok. Et ben en tout cas, Nantes malheureusement, donc qui a perdu ce derby très tendu, 11 cartons sortis et 2 pénaltys pour Rennes qui l'a emporté 3-1. Et puis on en parlera un peu plus tard, ces scènes en plein milieu de match, notamment des mots qui sont sortis des tribunes. Est-ce que je passe un peu le foot maintenant? C'est bon, on a soufflé. On va parler rugby, évidemment, puisque c'est la Coupe du Monde en ce moment et qui va la phase de groupe aussi qui va se terminer cette semaine. Mais avant cela, ce week-end et donc les jours précédents, il y avait d'autres matchs, notamment la France qui était au repos et c'était aux autres équipes de son groupe de jouer. Et on a eu un superbe Nouvelle-Zélande-Italie, en fait, à sens unique. On avait un TGV face à une brouette, 96-17 pris par les Italiens. Pourtant, moi, personnellement, quelques jours avant le match, j'étais presque confiant pour l'Italie. Je ne sais pas si vous attendiez aussi à un score pareil des Néo-Zélandais. Ah non, moi, pas du tout non plus. Franchement, j'aurais pas mis une pièce sur un aussi gros écart de score. Hein. 96, du coup, ça donne 14 essais, dont 13 transformés. Excusez-nous, messieurs. Ouais. Et puis, ils font un peu moins bien que nous avec 96-0 contre la Namibie quelques jours plus tôt, une semaine plus tôt. Autre score fleuve aussi de ce week-end de Coupe du Monde, c'est l'Écosse qui a gagné 84-0 face à la Roumanie avec 12 essais tous transformés cette fois et surtout 3 cartons jaunes pour les Roumains, donc forcément qui déjà étaient en deçà sur le papier, mais alors en plus avec des joueurs en moins sur la pelouse. Un peu compliqué de tenir la distance. Et puis dans les autres matchs de samedi aussi, il y avait les Fidji-Géorgie, un beau match sur le papier. Les Fidjiens qui ont gagné 17-12, alors qu'ils étaient même menés 9-0 à la pause, qui ont pris une grosse option pour la qualification en quart côté Fidjien, puisque ça va se jouer entre eux et l'Australie. Ça peut être une belle surprise, les Fidjiens, finalement. Ouais, une belle surprise du côté du Fidji et aussi une déception quand même pour l'Australie. Bon, là, ils se relancent un peu avec leur victoire contre le Portugal, mais c'est vrai que l'Australie, qui était une nation majeure du rugby, on avait l'impression qu'ils avaient du mal à se lancer, à démarrer, qu'on ne voyait pas la grosse nation qu'on avait l'habitude de voir. C'est un déclin où il y a beaucoup de choses à dire. Je suis pas le plus avancé sur le rugby australien. Peut-être que plus tard, dans un CSC... Non, à moins que vous l'êtes, mais... Non, moi non plus. Un mot à dire sur le rugby australien en particulier Pas de lien avec le rugby. Pas de famille en Australie. Si, mon cousin habite en Australie. Bon, c'est pas possible. J'ai de la famille partout. C'est merveilleux. Alors du coup, prochain match, est-ce que tu as de la famille en Argentine ou au Chili? Non. Non, bon pas d'origine. Dommage. Écoute, Amérique du. On parle un peu espagnol, quoi. Mais l'Argentine qui s'était imposée elle, samedi aussi 59-5 et qui se retrouve à égalité avec le Japon dans son groupe. Et là aussi, ça va être une sorte de petite finale à venir et on l'évoquera à la fin de l'émission dans les immanquables. Et puis pour ce qui est, on parlait des grosses équipes, des grosses nations, l'Australie a quand même gagné un match ce week-end 34-14 face aux Portugais et le même jour l'Afrique du Sud avait battu les Tonga 49-18. Voilà, ça c'était la grosse page Coupe du Monde de rugby, sachant qu'on arrive bientôt, mine de rien là, donc 5e semaine, dernière journée phase de groupe et puis très vite, on va pouvoir attaquer ces quarts de finale qui nous attendent, nous surtout français, avec une grosse interrogation. Donc Eva aussi va pouvoir essayer de peut-être nous donner 2-3 petites infos. Je ne sais pas si tu as pu aller gratter des infos sur un certain joueur de l'équipe de France. Je sais pas. Antoine Dupont, on verra. Si tu as peut-être un... Non. On aura des petites news. Eva Investigation. Très dur à dire. En cyclisme, si vous voulez, pour changer aussi un peu, il y avait samedi le Tour d'Émilie en Italie et un certain Primož Roglič qui va aussi revenir très vite a gagné ce Tour d'Émilie face à Tadej Pogačar et Simon Yates au sprint, tous deux arrivés 1 seconde derrière lui. Et une autre course qui avait eu lieu hier, c'est la Coppa Bernocchi
Je suis pas sûr de la prononcer exactement et pourtant je suis Fedeli, donc honte à mes racines italiennes. C'est Wout van Aert cette fois, encore un Jumbo-Visma, tiens, et aussi on va en parler, qui a gagné au sprint, tandis que pas loin derrière lui, Julien Alaphilippe, lui avait terminé 8e à 11 secondes. Et là on arrive sur la fin de mes résultats. Est-ce que vous y connaissez un peu en sport de combat, les filles? Est-ce que ça vous a parlé ce week-end de combat fight? Le MMA, Ouais. avec Cédric Doumbé. Mais oui, est-ce que vous avez vu les images? Ah bah oui, on a Oui. surtout vu Mbappé du coup. Oui, c'est ce que j'allais dire. Encore ce diable de Mbappé. Oui, Il est partout. il y avait donc on n'en parle pas souvent. J'avoue, en plus moi depuis 2 ans, mais les sports de combat très peu. Mais là, il fallait quand même toucher un petit mot, je pense, de MMA puisque c'est une pratique en France aussi qui vient un peu plus à se démocratiser avec 2-3 grandes figures françaises. On parlait de Cyril Gane il y a quelques années. Enfin là depuis quelques années. Et là, il y en a un qui fait aussi beaucoup parler de lui, c'est pas Mbappé, c'est Cédric Doumbé, donc, qui était le main event, l'événement principal du PFL Europe à Paris. PFL pour Professional Fighters League, pour ceux qui se posaient la question, qui est concurrente directe à l'UFC, l'Ultimate Fighting Championship, dans laquelle combat donc Cyril Gane. Et donc samedi soir, c'était l'événement à Paris. Il y avait les joueurs du Paris Saint-Germain, il y avait des stars à côté de la cage. Et Cédric Doumbé, qui était donc le match le plus attendu de la soirée et qui a décidé d'arrêter le combat au bout de 9 secondes. C'est toujours. Moi, je m'imagine en tant que spectateur aussi, en tant que t'attends l'événement, ça fait des semaines, des mois que tu dis, ça prend 9 secondes. C'est un peu compliqué. Cédric Doumbé qui a mis un crochet du gauche dévastateur au bout de quelques secondes sur son adversaire du soir, Jordan Zebo. Et l'a mis KO donc très très rapidement. Vous en pensez quoi de ce genre de performance? Est-ce que ça veut dire qu'il est vraiment aussi fort qu'on le dit? Est-ce que c'est concours de circonstances? Et est-ce que c'est pas un peu frustrant qu'on nous livre un combat et qu'il n'ait pas lieu? Ah bah j'aurais été frustrée. Je pense que ouais, c'est assez frustrant. C'est comme si on va voir le 100 mètres, parce que Usain Bolt il fait le 100 mètres à peu près en 9 secondes. Sauf que là on s'y attend alors que le combat normalement on s'y attend pas. Donc ouais, c'est assez frustrant. Mais je pense que aussi la réaction de Kylian Mbappé le dit, enfin le montre plutôt, avec on l'a vu ébahi. Ouais. Exactement. Après, je suis pas pro en la matière au niveau MMA, mais c'est vrai que ouais, c'est assez impressionnant. J'avais presque un peu un conflit, dualité entre là dans ce genre d'événement qui est un peu plus sans sas, qui est un peu pour vendre aussi le spectacle. Quand je vois un combat de la sorte finir en 9 secondes, comme quand je vois un combat de judo finir en 9 secondes, j'ai pas le même ressenti. Je sais pas vous, si j'ai l'impression qu'on est un peu plus. Enfin, que le judo, c'est le côté aussi détendu, le côté aussi un peu propre. Ça fait que, bon, bah ok, hop, bien pris, bien jeté au sol, et puis fini. Là, c'est vraiment... j'ai l'impression que le gars est mort sur le coup. Ouais. C'est violent. Hein. Ouais, c'était hyper violent, mais comme tu l'as dit, en fait, ça montre vraiment que c'est exceptionnel comme prestation, parce que on s'attendait vraiment pas à ça, vraiment un combat plus long, et au final, en 9 secondes, c'est plié. Mais ouais, très violent. Plus violent, ouais, on a l'impression que le judo, ou en même temps, le judo, c'est moins des coups directs, donc c'est moins impressionnant. Mais ouais, là, c'était assez hallucinant comme image. Ouais, c'est pas mal. Et puis, il y avait d'autres Français quand même dans cette carte du soir. On parle beaucoup de Cédric Doumbé. Mais un Français juste avant lui avait gagné son combat. Abdouragimov, s'il est bien prononcé, avait battu l'Anglais Brad Wheeler par soumission. Yacine Chouchan avait battu le Brésilien Henrique Madureira sur décision unanime des juges. Et puis un autre Français était aussi sur la carte, mais Anthony Salamon, lui, s'est incliné face à Jacob Endo, le Slovène, par chaos technique. Et je finirai sur quelque chose d'un peu plus... toujours français, toujours une touche française, mais un truc un peu moins violent, puisque tout à l'heure, Adrian Manarino, le tennisman français, a gagné le tournoi d'Astana, un ATP 250 au Kazakhstan. Donc c'est son 4e tournoi en carrière remporté par Manarino, qui s'est défait de Sébastien Corda 4-6, 6-3, 6-2. C'est son 2e même cette année. Donc lui qui en avait eu 2 depuis le début de sa carrière, il fait x2 cette année, ce qui est vachement sympa. Et puis 2 autres matchs aussi qui ont eu lieu aujourd'hui et dont on évoquera aussi l'issue à la fin de l'émission. C'était pour l'Open de Chine en ATP 500. Cette fois, c'est Daniil Medvedev qui s'est défait d'Alexander Zverev en 2-7, 6-4, 6-3. Et Yannick Sinner, l'Italien, qui a battu Carlos Alcaraz, le numéro 1 mondial, en 2-7 aussi sec, 7-6, 6-1, tous les deux en demi-finale. Et donc, ils se retrouveront en finale de ce tournoi-là.
Carlos Alcaraz qui est un peu dans le dur là en cette fin d'année. Est-ce qu'il pense un peu à Rafael Nadal? Il a pas... Ah, est-ce qu'il pense à Rafael Nadal? Je pense pas. J'espère pour lui en tout cas, parce que c'est vrai que Rafael Nadal, on sait qu'il va finir sa carrière au JO de Paris. Donc c'est vrai que c'est pas du tout la même génération en tout cas. Après, c'est vrai que Sinner aussi, c'est la génération d'Alcaraz. Ils ont tous les deux une vingtaine d'années. Donc les deux, on sait que Sinner a plus une ascension un peu moins croissante qu'Alcaraz qui a ébloui le monde tout de suite. Mais c'est vrai que Sinner, il a sa part à jouer, je pense, aussi dans le Big Four, on va dire, futur. Ouais, à l'avenir, là, en tout cas, les 4 sont pas très vieux. Hein. Medvedev, Zverev, Sinner, Alcaraz, ils sont bien installés. Et donc à voir aussi, toujours dans l'ombre de Djokovic, ce diable de Djokovic. Voilà pour ces news. J'ai oublié quelque chose ou vous vouliez rajouter un truc? J'ai dit ce soir, je suis capable d'oublier des trucs. Il faut me reprendre. Non, c'est OK? Non, c'est OK. Merveilleux. Écoutez, je vous propose qu'on se quitte en musique un instant seulement, le temps donc, de cette chanson. J'ai fouillé un peu dans ma discothèque et puis j'ai trouvé ce petit son-là qui me faisait penser à l'OL. Less Than Zero de The Weeknd, donc moins que 0. C'est à peu près le niveau de jeu exposé par les Lyonnais. Je me dis bisous aussi... les garçons. surtout dédicace à Bé et Hugo qui ne sont pas là ce soir. Et nous on se retrouve juste après The Weeknd. C'était The Weeknd sur Radio Campus Lille 106,6 FM et vous êtes toujours dans le Campus Sport Club, l'émission tous les mardis soirs de 23h à minuit. Vous pouvez nous écouter aussi peut-être sur votre poste FM en DAB+, ou sur campuslille.com. Voilà, j'ai fait ma mission, j'ai fait mon petit récap des pistes d'écoute, on va dire. Et je suis toujours avec Eva et Marine, bien sûr. Ça va, les filles? Ça va, toujours là. Nickel chrome. Eva, justement, tiens, en parlant de toi, ça va être bientôt ton heure, puisque c'est les news qui arrivent. Petit jingle quand même. Pas d'infox, que des infos, les news du Campus Sport Club. C'est parti. Et on commence cette première news avec un ouf de soulagement pour le 15 de France, avec le retour à l'entraînement de son capitaine Antoine Dupont dimanche dernier après le feu vert du médecin. 9 jours seulement après son opération de la mâchoire, le demi de mêlée est apparu tout sourire lors de sa séance de reprise. Si Maxime Lucu devrait être titulaire au poste de numéro 9, Toto pourrait faire son retour lors de l'éventuel quart de finale contre l'Afrique du Sud. Mais j'ai vu selon un sondage que 56% des Français estiment qu'il ne doit pas jouer ce quart de finale. Alors, selon vous, est-ce bien raisonnable de faire jouer Antoine Dupont dès l'écart ? On est un peu comme... là, tu dis 56%, tu vois un peu que c'est grosso modo, c'est du 50-50. C'est sûr que même quelqu'un qui dirait oui, ça se trouve, il est un peu dans oui, mais non, mais... Est-ce qu'on veut le voir? Oui. Est-ce qu'on a besoin de lui pour gagner et du coup, le mettre en danger physiquement? Marine. Toi, t'es Fabien Galtier. Est-ce que tu décides de mettre quand même ton dudu national et te dire, bon, s'il se reprend un coup dans le visage, par contre, on ne le verra plus du tout? Ouais, c'est vrai que s'il reprend un coup, c'est fini, clairement. Mais après, je pense que la décision, c'est pas que Fabien Galtier, c'est lui aussi. Oui, bien sûr. Et en tant que sportif, tu joues la Coupe du Monde en France, tu joues le quart de finale, c'est peut-être le match le plus important pour la France, vu qu'on va tomber contre une des grosses nations de cette Coupe du Monde. Je pense que tous les sportifs se diraient je la joue, tant pis, je la joue, j'essaye. Et après, c'est vrai que les solutions pour le remplacer, elles existent et elles sont même de grande qualité. Donc je pense que c'est le rugby, quoi. C'est le collectif qui l'emporte sur les individualités. Donc personne n'est irremplaçable. Mais après, Antoine Dupont, il apporte tellement à l'équipe de France que, franchement, moi, je pense que je le fais jouer quand même. Hein. Toi, tu penses en tout cas que, par exemple, dans ce contexte-là, si Galtier vient voir Dupont et lui demande « tu te sens apte pour jouer », tu penses qu'il dit oui à 100%? Parce que c'est l'événement, il est pris par l'événement. Mais je pense que... moi, je joue même pas une Coupe du Monde, je joue même pas la moitié de ça. Mais si j'ai une petite douleur pour un petit match, je le fais. Alors lui, avec cet enjeu-là, je pense qu'à mon avis, il attend que ça de pouvoir revenir. Après, il n'est pas non plus...
il va pas être démesuré. S'il sait qu'il peut pas le faire, il le fera pas et ce sera lui dans tous les cas qui décidera. Mais ouais, il apporte tellement à l'équipe de France, que ce soit sur le terrain ou en dehors, c'est une figure, quoi. Pour moi, franchement, Antoine Dupont, c'est un peu au rugby ce que Zidane, c'était un peu pour les Bleus, quoi. C'est peut-être un peu fort, mais ouais, c'est vraiment le genre de joueur qui peut faire basculer une rencontre, qui change le visage d'un collectif. Donc, je pense que ce serait vraiment une grosse tuile pour nous de s'en priver pour l'écart. En tout cas, Evan, on l'a vu tout sourire sur les images, sur son petit vélo. Donc, sur son petit vélo, exact. Donc, il a l'air d'aller bien, en tout cas, moralement. Ouais. Moralement, oui, il avait juste un petit cocard à l'œil. Non, il fait les journalistes sont bien décrits. Il fait des clins d'œil, tout va bien, c'est bon. Une seconde news avec un coup de tonnerre, cette fois-ci dans le monde du cyclisme, alors que Primož Roglič a remporté, comme tu disais, le Tour d'Émilie en écœurant Tadej Pogačar. Le coureur de la Jumbo-Visma a annoncé qu'il quitterait son équipe à la fin de la saison. Vainqueur du Giro cette année et 3e de la Vuelta, où l'équipe de Richard Plug a réalisé un triplé historique, le coureur de 33 ans ne mènera pas à son terme son contrat qui allait pourtant jusqu'en 2025. Si on connaîtra probablement le nom de sa future équipe après le Tour de Lombardie, où un certain Thibaut Pinot prendra sa retraite, une petite idée sur l'équipe que le Slovène pourrait rejoindre? Il y a déjà deux gros noms qui circulent. En tout cas, dont Ineos. Moi, je le vois pas mal à Ineos, évidemment. Ineos Grenadier, qui aussi est détenu par un milliardaire. Donc, c'est aussi un peu facile. Si on devait parler argent, je pense qu'ils n'auraient pas trop de mal à trouver des financements pour faire venir le Slovène. Sachant qu'Ineos, c'est un peu en deçà depuis quelques saisons. Et là, en l'occurrence, moi, je mettrais une pièce sur Ineos. Après, il faut dire que si c'est financier, elles ne sont pas des 1000 et des 100 à pouvoir s'offrir Primož Roglič. Et puis il y a des équipes qui ont déjà aussi certains grands noms. Alors est-ce qu'on prend le risque d'évincer des grands noms? Non, juste avant l'émission, on parlait en off d'Israël, Première Tech. Est-ce que, par exemple, tu échanges un Primož Roglič contre un Christopher Froome, qui lui aussi est un ancien d'Ineos d'ailleurs, mais est-ce qu'on tente des paris comme ça pour le Slovène? Bah moi je pense que carrément. Je pense que Ineos Grenadier, mon avis, c'est qu'ils ont déjà quand même un effectif qui est fourni. On pense à Pidcock, on pense à Martinez, on pense à Filippo Ganna, même si c'est en contre-la-montre. Ils ont montré un Carlos Rodriguez aussi au Tour de France qui avait une étape et qui a fini 5e du général, qui a montré vraiment en plus son jeune âge. Il a 22 ans il me semble. Donc ça montre pour le futur, il pourrait potentiellement être la tête d'affiche sur les futurs grands tours. Ouais. Donc c'est vrai qu'un Israël, Startup Nation, ils ont peut-être besoin de cette figure qui joue le général. On pense notamment, j'avais regardé juste avant l'émission, le premier d'Israël qui a fini, le premier au général d'Israël cette année, c'est Dylan Tuns, 35e quand même. Bon, ils ont gagné une étape, c'est en plus la plus belle, celle du Puy-de-Dôme. Donc voilà, à voir si effectivement Israël pourrait potentiellement être sur le dossier, rafler le Slovène. Surtout que cette annonce arrive dans un contexte très mouvementé, en plus avec la Jumbo-Visma, alors que Jumbo est le sponsor majoritaire, se retirera en fin d'année. Ça, c'est pas une news, on l'a appris depuis juin. Mais on a appris ce week-end que Soudal, principal sponsor de la Soudal Quick-Step de Remco Evenepoel et de Julien Alaphilippe, deux gros cadors du peloton, serait intéressé pour reprendre la place de Jumbo dans le sponsor. Ce qui amènerait en fait à une fusion carrément entre la meilleure équipe qui joue les générales et la meilleure équipe des classiques, avec notamment Remco Evenepoel en tête d'affiche. Outre le fait que cette fusion accentuerait cette vampirisation entre les grosses équipes et les petites équipes, on parlait des grosses équipes qui, soi-disant, ont le porte-monnaie pour acquérir des gros noms du peloton. Et outre le fait justement de cette vampirisation, elle pose de nombreuses questions comme le nombre de coureurs qui se retrouvaient sur le carreau. Parce que l'UCI, il plafonne le nombre de coureurs à 30, donc, alors que si on additionne les deux équipes, ça fait plus de 50 coureurs. Donc ça ferait 20 coureurs sur le carreau. Les comptes sont pas bons, Marcel. Effectivement. Et puis aussi le cas Remco Evenepoel qui n'accepterait il n'accepterait absolument pas en tout cas de quitter son leadership alors qu'on pense qu'il y a un Jonas Vingegaard
double vainqueur du Tour de France dans la Jumbo. Des questions auxquelles seul Patrick Lefebvre, manager de Soudal Quick-Step, et Richard Pludge, manager de Jumbo Visma, ont la réponse. On aura des news dans la semaine, à mon avis. Oh là, oui, à mon avis. En tout cas, de ce qui est annoncé, ça devrait assez vite se décanter quand même, puisque c'est toujours compliqué de faire traîner des affaires aussi importantes. Mais là, à mon avis, ça a l'air de s'être pas mal accéléré. Donc, ça m'embête un peu quand même, cette disparition de Soudal. Mais là, c'est assez fou que ça soit presque le numéro 2 de l'UCI derrière les Jumbo qui s'éteignent. On ne s'attendait pas vraiment à ce que ce soit une équipe pareille, en tout cas, qui soit aussi vite comme ça à disparaître de la carte, à mon sens. Ouais. Ça pose aussi une question des sponsors, en fait, pour les grosses équipes. L'importance des sponsors, ouais, exactement. Une autre news dans le monde du cyclisme avec Peter Sagan, véritable star du peloton international qui a tiré sa révérence lors du Tour de Vendée ce week-end. Si sa fin de carrière avec Total Direct Energy a été un échec sur le plan sportif avec 2 petites victoires, Peter Sagan, c'est quand même 121 victoires, dont 18 sur les grands tours, 7 maillots verts sur le Tour de France. Seul homme à avoir remporté 3 titres de champion du monde consécutifs. Et puisqu'on est dans le Nord, on se souvient très bien de sa victoire à l'Enfer du Nord en 2018. Cependant, avant de raccrocher totalement le vélo, le Slovaque se lance dans son dernier objectif, les JO de Paris, mais cette fois-ci en VTT. Affaire à suivre. Côté français, c'est le sprinter de la Arkea Samsic qui a annoncé lundi, Nasser Bouhanni, qui a annoncé prendre sa retraite, avec lui aussi un grand nombre de victoires à son actif, 70 dans le monde professionnel, dont 6 sur les grands tours. Il a fait pendant plus de 10 ans les belles heures du sprint français. Une autre petite actu, à 10 mois des JO, la Fédération française d'escrime n'a plus de président. En effet, Bruno Garès a annoncé vendredi dernier lors d'un bureau fédéral qu'il quittait ses fonctions pour des raisons personnelles. Une décision qui fait suite au mois de septembre, très mouvementé, qui a connu l'escrime avec notamment l'entraîneur de l'épée homme remis en cause par ses tireurs, parmi lesquels figure un Romain Canon, champion olympique, et la démission de Lionel Plumel, entraîneur du fleuret féminin, qui affirme que les conditions n'étaient pas réunies pour préparer les Jeux. Ça promet alors que l'escrime est la discipline qui a ramené le plus de médailles à la France dans l'histoire des Jeux Olympiques. Et une autre news, la petite dernière news qui est un peu plus légère, avec la belle histoire d'un supporter argentin qui a reçu les chaussettes de l'ailier argentin Thomas Chervier. Et non, vous rêvez pas, il n'a pas reçu un maillot ni des chaussures, il a bien reçu des chaussettes en effet. Ce supporter qui a attendu pendant toute la seconde mi-temps avec une pancarte signifiant qu'il voulait les chaussures ou le maillot de l'Argentin, a finalement reçu ses chaussettes. Alors, bonheur total pour, bien sûr, une odeur originale. Alors je ne sais pas ce que vous diriez si vous attendez peut-être autre chose d'un sportif de haut niveau et que vous recevez les chaussettes. C'est déjà ça de prix, mais Marine, les chaussettes... Après, si t'attends avec une pancarte, c'est vraiment qu'il faut être fan. Donc même les chaussettes, on prend. Moi, je sais que mes idoles, ce serait plus dans le foot. Ronaldo, Le Sommer chez les filles. Elle me donne ses chaussettes, honnêtement, je les prends. Bon, après, c'est sûr, on préfère les maillots. Tu pourras toujours te la péter d'avoir des chaussettes de Sommer. Exactement, et qui a ça Qui a ça justement, voilà. Qui avait ces chaussettes avant lui Personne. Voilà. Merci Eva pour ces belles news. On avance dans ce Campus Sport Club. J'avais fait légèrement écho à notre débat du soir tout à l'heure, puisque j'avais évoqué en dernier match de la dernière journée de Ligue 1 l'affiche bretonne, presque bretonne, excusez-moi, mais entre Rennes et Nantes, avec la victoire 3-1 des Rennais, mais surtout entaché cette victoire par, encore une fois, des chants homophobes qui ont été scandés dans le stade, enfin surtout une partie du stade, notamment qui visait les Nantais, évidemment, puisqu'on s'apprécie beaucoup entre Rennais et Nantais, et surtout Mathis Ablin, l'ancien Rennais qui était sur la pelouse côté FC Nantes. Je dis une partie du stade déjà parce qu'on peut noter une chose quand même, les filles, a priori, c'est qu'il y a eu des sifflets de la part d'une partie du stade contre ces chants-là, déjà pour réprimander. Donc déjà c'est bon signe, j'ai l'impression quand même que tous les stades ne sont pas non plus à répéter les bêtises de certains, enfin, si je dis pas de bêtises, bien sûr. Ouais, c'est vrai que c'est souvent une histoire de tribune, et là c'est quand même, tu l'as dit, mais c'est vraiment positif que le reste du stade le siffle, c'est un beau signe.
Après, ouais, à voir parce qu'il se répète quand même de plus en plus, quoi. Voilà, exactement. Et donc là, l'idée, c'était un peu d'exposer aussi l'effet, de prendre le temps, parce que ça s'est répété récemment, en tout cas en France, en Ligue 1. Et donc, c'était un peu l'idée de voir comment allait pouvoir être combattu ce fléau dans les stades, puisque ces chants-là, c'est pas la première fois, et puisqu'il y a une semaine déjà, on en avait parlé légèrement aussi, mais lors de l'affiche, le classique, entre Paris et Marseille, il y avait eu donc cette fameuse scène avec des chants... c'est presque banal, on va dire, de ce qu'on peut attendre de supporters parisiens ou marseillais vis-à-vis de l'autre, puisqu'ils se détestent plus que tout. Mais en tout cas, il y avait eu des chants homophobes, en tout cas scandés par une tribune du PSG, et la LFP avait été saisie déjà par Olivier Klein, le délégué interministériel à la lutte contre les discriminations, et puis bien sûr soutenu par la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, qui avait aussi annoncé la saisie de la commission de discipline de la LFP, et la commission qui a du coup convoqué en même temps le Stade Rennais par rapport à ces chants-là. Déjà, est-ce que vous trouvez que la réaction est suffisamment et rapide, en tout cas, et claire et nette? Moi, je trouve que c'est quand même un signe assez fort. On l'avait un peu dit la semaine dernière, mais que la ministre s'en saisisse, c'est pas le cas à chaque fois. Donc c'est déjà un point positif. Après, la commission de discipline de la LFP, elle est saisie. Elle est saisie très régulièrement. J'avais un chiffre, il me semble que lors de la saison 2022-2023, 202 sanctions ont été prises par cette commission, dont apparemment 95% qui relevaient de discrimination homophobe. Donc cette saisie de la commission de la LFP, au final, elle est pas très étonnante. C'est un peu ce qui se passe à chaque fois. Et je pense qu'il y a vraiment un travail de fond à faire plus que de sanctions. Ce que tu arrives quand même à souligner, c'est qu'elle a été souvent saisie pour, donc on constate que c'est pris au sérieux. Par contre, ça arrive à se répéter, et est-ce que les sanctions sont suffisamment hautes? Là, en l'occurrence, par rapport au PSG, on parle très sérieusement, donc de toute façon, d'une fermeture de tribune ferme ou avec un peu de sursis. Déjà, je ne sais pas, Eva, est-ce que tu juges déjà cette décision appropriée déjà? Moi, je suis... Après, c'est mon avis, mais je pense qu'il faudrait plutôt, pour régler le problème, même si le programme ne sera vraiment jamais, je pense, réglé en grande partie, mais je pense qu'il faudrait plutôt peut-être que les clubs s'engagent, parce que c'est vrai que quand on regarde le comportement des supporters, les supporters, ils suivent vraiment une équipe, entre guillemets. Donc c'est vrai que si les clubs s'engageaient un peu plus que les journées homo ou hétéro qu'on a vues avec les banderoles multicolores sur les numéros des joueurs ou quoi, c'est vrai que je pense que peut-être que ça aurait un impact si vraiment les clubs discutaient vraiment un peu plus. Il y aurait plus de communication entre vraiment les clubs et les clubs de supporters. Peut-être que ça aurait sans doute un petit impact. Ouais, surtout que ça concerne les parties ultra. Donc, ils sont un peu plus en dialogue avec le club. C'est ce que j'imagine que tu insinues. Donc, c'est vrai que c'est peut-être à eux aussi de gérer ces personnes-là, ces responsables plus ou moins de leur tribune, de leur groupe. C'est vrai que c'est pas bête. Par exemple, donc là, le PSG, on parlait de fermeture de tribune. Il y aurait certainement des sanctions un peu moins fortes pour le Stade Rennais. Quand même, ça serait peut-être certainement que du sursis, par exemple. Et il y a aussi un point à noter. Et alors ça, c'est pas vu sur le match-là Rennes-Nantes. Et certainement qu'ils ont appris des bêtises des autres. Mais lors de PSG Marseille, il y a aussi des joueurs du Paris Saint-Germain, en faisant la fête, qui ont repris les chants et qui ont véhiculé ces chants-là, qui se sont excusés depuis, mais qui sont aussi convoqués ce jeudi, donc, pour la fameuse commission qui réunit donc, ces trois cas-là. Les joueurs qui se sont excusés sur les réseaux, là aussi, déjà au moins, ça, on ne pourra pas leur reprocher de ne pas le faire. Mais le fait que ce soit les joueurs, les professionnels en plus qui suivent le mouvement, est-ce que vous pensez qu'ils sont encore plus fautifs, ou est-ce que vous estimez que c'est pas trop... C'est caractériel en tout cas? Personnellement, si, je pense que c'est vraiment pas intelligent, parce que... Et après, certes, c'est l'euphorie, c'est le classico. Quand tu joues à Paris, quand tu joues contre Marseille, il y a inversement. Je pense qu'ils ont été aussi emportés par l'euphorie de la célébration, mais ils savent qu'ils ont une énorme image, ils ont une énorme influence, donc ils doivent pas montrer cet exemple, entre guillemets. Donc ouais, pour moi, c'est vraiment assez grave, mais je te rejoins sur le fait que, pour moi, fermer les tribunes,
c'est une solution, mais je pense pas que je pense pas que ça arrangera le problème, dans le sens où à chaque fois on ferme les tribunes et à chaque fois ça se répète et de plus en plus. Donc je te rejoins je suis assez d'accord sur le travail de fond qui devrait être fait et de discussion, d'aller voir les centres de formation, d'aller voir les joueurs, d'aller voir les groupes de supporters qui ont une influence et de leur expliquer, parce que en plus les groupes de supporters, souvent ils sont même ultra politisés et parfois extrême gauche, qui font plein de trucs super à côté des terrains et qui, en fait, je pense qu'ils comprennent pas qu'on les assimile à des homophobes parce qu'ils comprennent pas le lien et ils le voient pas. Et je pense que la plupart de ces problèmes-là, elle est due un peu à l'ignorance, et donc plutôt d'aller les voir dans la pédagogie et de leur expliquer ce qui se passe, de leur expliquer les conséquences de l'homophobie, leur dire qu'il y a aussi les insultes, c'est de l'homophobie. Et tout ça, je pense que ce sera certainement plus efficace que juste de fermer les tribunes, de dire on sanctionne ça, on ferme une tribune, et au final, ça se recommence à chaque fois, quoi. Voilà, c'est vrai, c'est s'attaquer en tout cas à ces humains-là, identifier en tout cas à ces gens-là pour transmettre le bon message derrière. Sachant que par exemple, par rapport aux sanctions, et pour tendre vers la fin de ce débat, il y avait eu cette demande aussi par le passé, et appuyée à l'époque par la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, de demande d'arrêt des matchs complets. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on ne propose pas, et pourquoi le corps arbitral n'a pas idée par exemple d'interrompre le match, alors que quand on parle de chants qui sont scandés dans les matchs, on ne parle pas de 5 personnes qui ont décidé de de s'attaquer à ces gens-là. C'est vraiment toute une tribune, donc là on parle de milliers de personnes. Pourquoi, à votre avis, les arbitres n'ont pas encore ce réflexe-là, ou alors pourquoi la Ligue arbitrale n'a pas idée d'appliquer une sanction simple? Déjà, je pense que si c'est une sanction, si on commence à sanctionner sportivement, ça va être difficile à réglementer, dans le sens où, je sais pas, par exemple, si là, dans le derby entre Rennes et Nantes, des supporters nantais qui peuvent faire exprès de mettre, je sais pas, un maillot de Rennes et de commencer à scander des chants homophobes pour faire arrêter le match et avoir des sanctions pour le club adverse. Donc je pense que c'est déjà hyper difficile à réglementer. Et ouais, après... T'es sournoise, toi, un peu dans les idées, là. Tu donnes des non, idées. Non, mais j'ai vu ça en plus dans une interview de Johan Lemaire, qui est président de l'association Foot Ensemble, je crois, donc qui lutte contre l'homophobie dans le foot. Ouais. Et je trouvais ça assez intelligent, j'y avais pas pensé à la base. Donc c'est pas moi qui suis sournoise finalement. Mais ouais, de dire que c'est quand même assez difficile à réglementer de sanctionner sportivement. Mais après, c'est sûr que c'est nécessaire aussi, parce que si on sanctionne pas... ça marchera pas. Alors, je sais pas si on s'est aussi forcément compris, dans le sens arrêt des matchs, c'est arrêt temporaire, c'est pas suspendre le match et le faire rejouer. Hein. C'est déjà juste, on arrête le chrono, on fait rentrer le joueur au vestiaire, on montre qu'on joue plus, et on attend que ça se calme, en tout cas pour que le message passe déjà une première fois, et que s'il récidive, là par contre... ce soit sanctionné sportivement. Voilà. Ouais, je pense que c'est... En tout cas, je présume que c'est ce qui est demandé depuis quelques années, ce qui était insinué, en tout cas, il y a quelques années. Je pense que ça, c'est une très bonne solution, combinée au travail de discussion, de dialogue. Mais je pense que les deux ensemble, il y a de la place pour faire avancer les mentalités. Voilà, on espère en tout cas déjà voir des sanctions correctes de la part de la commission de discipline jeudi soir, donc. Et puis à l'avenir, voir un peu si aussi la Ligue et notamment le corps arbitral peut-être peut aussi intervenir un peu plus, avoir un vrai impact dans ces décisions-là. Bon, voilà, on se fait déjà 20 bonnes minutes là qu'on a repris, qu'on enchaîne en petite pause musicale. Quand même. Allez. On souffle, nous, je te vois boire. C'est vrai que c'est dur là. Ça devient dur. La voix là commence à baisser, c'est normal. Hein, il est 23h46 si vous nous rejoignez ou si vous nous écoutez depuis quelques instants. On se quitte légèrement, quelques instants en musique. Donc, j'ai décidé de faire un rebond sur une news que tu n'as pas donnée, Eva, mais je t'en veux pas, évidemment. Mais c'est sur un des gros mouvements de ces derniers jours. C'est la signature de Damian Lillard, l'un des meneurs de jeu les plus en cote de NBA. Damian Lillard qui s'illustre aussi là-bas comme tout bon Américain qui se la pète en faisant du rap. Voilà, donc je vous propose d'écouter un son qu'on avait déjà diffusé l'an dernier de Damian Lillard, qui s'appelle Kobe, puisque c'était en hommage à son ancien ami Kobe Bryant, décédé dans un terrible accident. On s'écoute juste pour voir s'il a aussi des talents dans le rap. On juge juste après et on finira cette émission du CSC. Voilà, c'était Damian Lillard, le basketteur de NBA qui a priori aime s'amuser dans son temps libre à faire du rap, et puis qui arrive à inviter Snoop Dogg, en tout cas pour parler de son ami défunt Kobe Bryant, ça vaut le coup.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Lille, c'est toujours le Campus Sport Club et on arrive vraiment dans les 10 dernières minutes. Il est 23h50 pile poil. Au moment où je vous parle, on arrive donc dans ces fameuses dernières minutes. Et c'est surtout le moment nordiste. Mais jingle. Bienvenue dans le froid du Nord où les victoires sportives réchauffent les cœurs. C'est l'heure du moment nordiste dans le Campus Sport Club. Et oui, puisque c'est ton heure, Marine. Ton heure de nous parler d'un peu du sport du coin régional. Et donc toi, tu t'es attardé ce week-end sur le hockey sur gazon. Ouais. Pardon, vas-y. Ça y est, il veut plus que je parle. Bah ouais. Il coupe mon micro. Non, mais c'était une grande découverte pour moi, le hockey sur gazon. Après, je suis un peu méchante dans le jingle parce qu'il faisait pas froid ce week-end dans le Nord. Mais en tout cas, Lambersart a gagné. Donc, c'était l'ambiance qui était au rendez-vous au stade de Guy Lefort à Lambersart. C'est un terrain tout neuf qui attendait les Lambersartois qui recevaient Lyon pour leur premier match à domicile. Donc Lyon, ce sera probablement un adversaire direct, il faut savoir, pour Lambersart dans la course au maintien. C'est un objectif qui a été annoncé par la coach. Donc c'est une victoire très importante pour les Lambersartois. Je vais avoir du mal à m'y faire, ça sonne pas très bien, mais bon. Du coup, ouais, la rencontre, elle mettait un peu du temps à démarrer et le match ne trouvait pas trop son rythme, mais ça n'allait pas être le cas très longtemps. Lambersart avait un peu plus la balle et tentait de mener ses premières vraies offensives, mais c'est Lyon qui a ouvert le score grâce à un centre parfait qui effaçait le gardien et permettait à Spinozzi de finir dans le but vide, inscrivant le but du 1-0 à la 28e minute. L'intensité montait encore d'un cran en deuxième période, l'intenable Lambersartois multipliait les percussions avant d'être accroché quelques minutes plus tard dans le cercle lyonnais, offrant un stroke à son équipe. Donc en gros, c'est un penalty au hockey pour ceux qui le savent pas. Moi, je le savais pas en perso avant le match. Et c'est Play qui transformait sans trembler, permettant à son équipe de revenir au score à la 36e minute. Alors avec deux équipes déterminées à prendre l'avantage, l'intensité était à son comble dans le dernier quart-temps. La balle allait d'un camp à l'autre, les grosses occasions se multipliaient et on sentait que le match pouvait basculer à tout moment et d'un côté comme de l'autre. Mais à la 56e minute, Sobo provoqué pour Lambersart a été accroché une nouvelle fois par un Lyonnais. L'arbitre a accordé cette fois-ci un penalty corner. Donc ça, c'est un penalty, mais comme un corner quoi, au foot, pour faire une petite comparaison. Et au terme d'une magnifique combinaison, la balle revenait sur Daluin qui finissait parfaitement et permettait à l'Iris de prendre l'avantage dans ce match. Donc tenant absolument à revenir, Lyon choisissait de sortir son gardien, mais c'était très risqué parce que Gauthier interceptait une nouvelle fois dans l'axe pour Lambersart et trouvait Fénard qui n'avait plus qu'à finir dans le but vide, offrant un avantage plus confortable à son équipe à 2 minutes de la fin du match. Une odeur de victoire parfumait alors le stade Guy Lefort, mais le spectacle n'était pas terminé. Lyon tentait le tout pour le tout et provoquait même un stroke, donc un nouveau penalty à la toute dernière minute. Balle est transformée pour Lyon et permettait à son équipe de revenir 3-2 à 1 minute de la fin. Lyon poussait, mais l'arbitre sifflait la fin du match. Écoutons désormais Marie Billerjourne, coach lambersartoise, sur la victoire ô combien importante de son équipe. On est content de revenir dans le dernier quart et dans la deuxième mi-temps, parce que je pense qu'on n'avait pas très bien commencé le match. On a fait un peu des ajustements tactiques qui ont été un peu durs à mettre en place. On est revenu après au milieu du troisième quart dans quelque chose qu'on connaît et on a été plus à l'aise et je pense qu'on a repris un peu le contrôle du match. Donc très contente de la réaction en deuxième mi-temps. Mais ce qui est sûr, c'est que Lyon, c'est un adversaire direct. Nous, notre objectif, c'est le maintien. Lyon, c'est un adversaire direct pour cet objectif. Donc c'était dans tous les cas un match important. Et oui, officiellement, Lambersart prend ses premiers points dans cette saison en élite parce qu'il y a un litige qui est en train de toucher l'Iris. Alors que Lambersart avait été accroché un match nul à Paris-Jean-Bouin lors de la première journée, une de leurs recrues de cette année avait reçu 3 cartons l'année dernière et avait donc un match de suspension à respecter. Il avait joué ce match, cette première journée, donc, et une pénalité a été accordée au club nordiste qui se retrouve avec match perdu 5-0. Donc les Lambersartois s'étaient ensuite déplacés à Versailles pour la deuxième journée pour affronter le Racing Club de France, contre qui ils se sont inclinés cette fois-ci dans le jeu 5-2. Donc bien que le litige soit encore en cours concernant la pénalité de la première journée, Lambersart prend officiellement ses 3 premiers points, une victoire encourageante et qui doit faire un grand bien au mental des Lambersartois, qui recevront Saint-Germain dimanche prochain, coup d'envoi 15h15 au stade Guy Lefort. On vous encourage à y aller. Ouais, on s'encourage. Et en plus, petite info, du coup, à glisser, on en profite en parallèle. C'était aussi le premier succès pour les filles lambersartoises qui ont pu jouer le lendemain et qui ont aussi gagné contre Lyon. Donc, les deux équipes sont lancées. Il n'y a plus qu'à les voir gagner tous leurs matchs. C'est ça. On ne veut plus de défaites maintenant. Tu portes chance, il faut que tu y retournes. Voilà, donc j'y retourne toutes les semaines, c'est bon. T'es commandité par le CSC en personne. Ça y est.
Super, et ben il reste quelques minutes. Je vous propose quelques petits immanquables, si ça vous va, toujours, bien sûr. Il y a des fois aussi en fin d'émission, vous verrez, si je suis d'humeur quiz, je préparais des jeux pendant l'année, et Dieu sait qu'ils aiment bien se frotter entre les chroniqueurs sur qui va gagner le jeu. Peut-être que ça reviendra bientôt. Mais pour ce soir, il reste quelques minutes, et donc tout de suite, les immanquables. Sortez les agendas, oubliez TV Magazine, on vous liste les immanquables de la semaine sportive à venir. Les immanquables, on va commencer assez traditionnellement avec du foot, puisque ce soir c'était Ligue des Champions. Demain, c'est Ligue des Champions. On sera mercredi. Mercredi, ce sera l'heure du Paris Saint-Germain de jouer un nouveau match pour la deuxième journée sur la pelouse de Newcastle en Angleterre. Ce sera à 21h demain soir sur Canal+. Et dans le même groupe du PSG, les deux autres adversaires, Dortmund et l'AC Milan, s'affrontent eux aussi à la même heure, mais ça sera sur beIN Sport. Et enfin, une autre affiche que je vais vous proposer demain soir, parce qu'on ne peut pas avoir les yeux partout sur la Ligue des Champions, ça sera entre Leipzig et Manchester City. Voilà, sachant que Manchester City a aussi perdu ce week-end son premier match de championnat, donc à voir si ça va être facile ou non pour eux. C'est aussi à 21h et c'est aussi sur beIN Sport comme Dortmund Milan. Un peu plus tard, donc ça sera dans la semaine, le lendemain, jeudi, puis ça sera l'heure de la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence, vous le savez. Cette fois avec Marseille donc, qui affronte à domicile Brighton à 18h45, et ça se passe soit sur Canal+ Foot, soit sur W9 pour ceux qui n'auraient pas l'abonnement. Les filles, rapidement, Marseille, pronostic, nul, victoire, défaite? Marseille se relance là, moi je le sens. Bon, c'est peut-être le cœur aussi oui, vas-y. qui le dit, mais ouais, moi j'ai bien aimé la première de Gattuso à Monaco. J'ai trouvé qu'il y avait quand même une reprise en main encourageante. Donc ouais, petit pronostic, petite victoire 3-1 pour Marseille là au Vélodrome. Ok. Match nul. Allez, on te parle plus, Eva. Sors de ce studio. On te parle plus. Toujours le jeudi soir, il y aura d'autres clubs français, évidemment. En Ligue Europa, je parle. Toulouse qui affronte les Autrichiens du LASK à 21h, ça se passe sur RMC Sport. Et à la même heure, les Rennais qui seront à Villarreal en Espagne à 21h aussi, donc sur RMC Sport, pour essayer de conforter leur victoire de la première journée. Et dans l'autre compétition européenne, la Ligue Europa Conférence, la petite dernière, c'est Lille qui sera en déplacement jeudi donc aux îles Féroé sur un terrain synthétique, à voir ce que ça peut donner un match pareil, parce que c'est un peu déroutant, je pense, à leur niveau. Ils vont sur la pelouse de Klaksvik. Je prends mon temps là, j'ai petite respiration. Klaksvik aux îles Féroé, c'est à 18h45, ça sera diffusé sur RMC Sport et certainement aussi même sur le Twitch de RMC, les connaissants, le match sera certainement disponible. Toujours un peu de foot, mais là juste un petit mot de Ligue 1 quand même dans la foulée de cette semaine. Il y aura un Reims-Monaco le samedi soir à 21h, ça sera sur Canal+ Sport 360. Et dimanche, on retrouvera nos grandes équipes européennes avec Marseille qui accueillera Le Havre le dimanche 13h sur Prime Video. Et surtout un très beau derby au stade Bollaert, puisque Lens, qui vient de battre les Gunners ce soir, va accueillir les Lillois dimanche à 17h05. Ça sera sur Canal+ Foot et sur Prime Video. Je pense que c'est le match très très attendu du week-end. Et puis surtout, si Lille gagne en Coupe d'Europe, là, on est sur une bonne dynamique. Et ces clubs-là qui vont un peu de plus en plus viser le haut, je pense que ça va être très intéressant. Et en match de clôture de cette nouvelle journée de Ligue 1, ça sera Rennes qui accueillera le PSG. Donc les clubs qui ont des problèmes avec les chants homophobes, ça va être une belle réunion en tout cas dimanche soir 20h45 sur Prime Video. Évidemment, on en parlait en tout début d'émission, il y a la Coupe du Monde qui nous attend de rugby. On aura Nouvelle-Zélande-Uruguay, ça sera jeudi à 21h sur TF1. France-Italie, sans Dupont, à mon avis c'est quasiment sûr, ça sera vendredi à 21h sur TF1 aussi. Et puis dans les autres affiches à retenir du week-end, on a aussi un beau Irlande-Écosse samedi 21h sur TF1, ils ont tout TF1. Et dimanche, deux autres affiches, cette fois sur M6 toutes les deux, c'est Japon-Argentine à 13h et Fidji-Portugal dimanche à 21h. Et ça, c'est des matchs très importants pour savoir qui nous verrons en quart de finale. Des petits mots pour finir, je vais pouvoir même lancer la outro en fond. Du CSC. Qu'est-ce que je vous propose? Moi, aller en cyclisme, il y aura aussi le Tour de Lombardie à suivre samedi sur Eurosport 2 avec la dernière de Pinot, la dernière de Sagan, la dernière de tout le monde. En fait, ce sera la dernière de l'année. De toute façon, cette grande étape de l'UCI World Tour. Et puis en Formule 1, pour faire aussi plaisir aux potes, le Grand Prix du Qatar du vendredi à dimanche sur les antennes de Canal avec la course sprint samedi. Et puis voilà, on s'arrête là-dessus. Merci les filles.
pour cette émission. Merci Eva, merci Marine. Le CSC revient mardi prochain. Et puis d'ici là, sportez-vous bien. Ouah, c'est sportif. Allez tout le monde.